donc un groupe témoin puis un groupe psilocybine, chez qui on essaye de faire cesser de fumer. On va avoir 87% de réussite dans le groupe psilocybine parce que les gens vont avoir des expériences mystiques. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Christophe Raymond. Bonjour Jean-Christophe, comment ça va? Salut Brigitte, ça va bien, merci, toi? Oui, donc on va dialoguer aujourd'hui un peu. Mais avant tout, je voudrais que tu expliques un peu ton parcours. Donc, tu as gradué comme pharmacien en 2015, puis tu es devenu propriétaire en 2019. Exact. Donc, moi, j'avais fait un bac en neuropharmacologie à McGill avant. J'étais très, très passionné par toutes les sciences du cerveau et de l'esprit. Je pensais à aller faire du développement de médicaments pour améliorer la mémoire. Puis quand il est arrivé le temps de postuler pour la maîtrise en neuropharmacologie, je savais ce que c'était le domaine de la pharmacie communautaire et le contact avec les patients allait trop me manquer si j'allais en recherche. J'étais pas un très bon scientifique, je te dirais. Depuis que je suis pharmacien propriétaire, je me permets de me lancer dans un petit peu plus de choses plus audacieuses. On sait bien que depuis des années, il existe des cliniques aux États-Unis de kétamine intraveineuse qui est utilisée pour traiter le stress post-traumatique, mais surtout la dépression réfractaire au traitement. On sait qu'il y a environ 30% des gens qui souffrent de dépression, qui vont n'obtenir aucun soulagement avec les agents traditionnels. On est capable d'aller chercher à peu près la moitié de ce 30%-là avec la kétamine intraveineuse. C'est juste extrêmement lourd logistiquement. La compagnie Janssen a eu l'initiative de créer un spray nasal de kétamine qui réplique un petit peu la courbe d'action de la kétamine intraveineuse, mais ça a juste besoin d'être supervisé par un professionnel. Donc, comme pharmacien, je pouvais me permettre de le faire. Donc, dans ma pharmacie, on a créé une clinique d'administration de kétamine intranasale. Ça a fonctionné jusqu'à temps que les psychiatres en déchantent parce que la RAMQ n'a pas voulu le payer parce que c'était trop cher. Personnellement, j'ai eu 2 patients en 2021. Ça a été la seule année où Janssen a mis des efforts de représentation. Ça fait partie des thérapies avec les nouvelles approches parce qu'on se rend compte qu'en stimulant le cerveau humain par des approches différentes que d'autres agents pharmacologiques, ça peut justement induire un retour à la normale. C'est évidemment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Mon projet de fin de bac à McGill, il fallait qu'on prenne une molécule déjà existante, qu'on lui redonne une nouvelle indication, puis qu'on l'appuie avec des faits scientifiques. C'était quelque chose qui était déjà en train d'être étudié depuis les années 80, mais on est activement encore en phase 3 d'études cliniques pour la méthylène dioxyméthamphétamine pour traiter le trouble de stress post-traumatique. Ça fonctionne extrêmement bien chez les vétérans, chez les policiers qui ont vécu des situations extrêmement traumatisantes. On s'attend à ce que ça soit commercialisé avant 2030 et puis utilisé en combinaison avec de la psychothérapie pour aider à passer à travers d'un stress post-traumatique. Donc, la MDMA, c'est celui qui est probablement le plus prometteur actuellement. Ça vient jouer exactement dans le cerveau à l'endroit où on voudrait que ça joue, considérant la physiopathologie du stress post-traumatique. Donc, toi, c'est quelque chose que tu as beaucoup d'espoir quand ces médicaments vont être mis disponibles. La psilocybine, c'est disponible en programme d'accès spécial. C'est même pas considéré un narcotique au sens médical. C'est considéré comme le LSD, par exemple. Donc, aucune utilisation médicale possible. Donc, la psilocybine, quand on en fait une demande, c'est même pas un programme d'accès spécial. C'est au-delà de ça. Mais il y a des centres de recherche à l'université Johns Hopkins, entre autres, aux États-Unis. À Londres aussi, il y a une grosse université, centre hospitalier qui fait des recherches de des dizaines de millions de dollars là-dessus. Il y a beaucoup de gens extrêmement riches qui mettent des sous dans ça. Psilocybine, c'est un petit peu plus dur à prédire quand est-ce que ça arrive sur le marché parce qu'il y a plus de considérants. Mais la MDMA, c'est quand même assez simple de l'amener sur le marché puis d'en faire une utilisation thérapeutique. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour aller chercher les gens pour qui la science moderne puis la médecine moderne ne peut rien. Je pense qu'on peut aller en chercher des dizaines de millions dans le monde. Toi, dans ta pratique, avec ta grande sensibilité, comment tu vois que la méditation, la cohérence cardiaque peuvent avoir un effet positif, par exemple, pour des patients qui souffrent de troubles de santé mentale? Si je parle de méditation qui est plus dans mon champ d'expertise spécifique, les bouddhistes l'ont découvert il y a des milliers d'années, c'est pas nouveau, c'est que la base de toute la souffrance, c'est dans notre ego. La méditation en pleine conscience, ça a comme intention de se débarrasser de son ego. L'ego est un concept bien précis en bouddhisme qui est la base de toutes les souffrances que l'on peut vivre dans notre vie. La santé mentale, en réalité, c'est des prédispositions à vivre certains types de souffrances, à avoir certains dérèglements au niveau de notre pensée. Mais c'est pas nécessairement le dérèglement en tant que tel qui cause la détresse et la souffrance. C'est
la valeur qu'on y accorde, ce qu'on réussit à générer comme énergie avec notre esprit. Il y a 4 piliers du rétablissement et dont il y a l'autonomisation du patient et il y a créer de l'espoir. Quand tu dis automatisation du patient, responsabilisation, prise de conscience de comment il se perçoit puis qu'il interagit avec son environnement. Oui, exact. En anglais, ils disent le empowerment. Donc, en français, la traduction, c'est l'autonomisation du patient. Donc, de faire réaliser au patient qu'il est le maître de son traitement et que c'est sa propre santé à lui, que c'est pas la santé des autres. Et donc, ce n'est pas d'être paternaliste que de lui dire que c'est de sa faute qu'il est malade et qu'il devrait se traiter. Dans tes 4 piliers de rétablissement, comme tu les exprimes, c'est aussi d'amener le patient à avoir un rituel de sacré dans son quotidien, qui lui donne aussi comme une optimisation de comment lui, il interagit avec lui-même et avec ses relations de sacré. Ça donne une impulsion de positif et d'intention. C'est comme de manifester la gloire en soi. Ce qui fait souvent en sorte que les thérapies psychédéliques pour les patients, c'est aussi puissant comme intervention. Puis là, on parle de puissance scientifique, là, contrôlée par placebo, donc un groupe témoin puis un groupe psilocybine, chez qui on essaye de faire cesser de fumer. On va avoir 87% de réussite dans le groupe psilocybine parce que les gens vont avoir des expériences mystiques et avoir un contact avec le sacré par rapport aux raisons pour lesquelles ils fument. Et ils vont se trouver ridicules de fumer dans cette expérience-là, très courte et très rarifiée et très précieuse. Et puis, ça va changer complètement leur mindset pour l'avenir par rapport à leur tabagisme. Et 87% d'entre eux, après un an, vont demeurer abstinents à la cigarette, alors qu'on sait que c'est 10-15% des gens quand c'est un placebo. Mais je suis très intéressé par les soins de fin de vie. Je fais des soins palliatifs à domicile dans une de mes pharmacies des Laurentides. On peut pas parler de thérapie par des approches un peu psychédéliques sans parler de la détresse existentielle de fin de vie parce que c'est l'indication sur laquelle toute cette recherche-là s'est basée dans les 20 dernières années. Donc, les expériences mystiques en fin de vie qui nous permettent de faire la paix avec la mort, se débarrasser de notre détresse existentielle, de notre anxiété et dépression existentielle de fin de vie. J'ai fait quelques tests et expériences avec la kétamine intraveineuse à domicile dans les Laurentides avec certains prescripteurs qui sont assez à l'aise de le prescrire. Mais l'objectif ultime, ça serait de les faire renoncer à leur demande d'aide médicale à mourir, les traiter avec une approche un peu plus traditionnelle de soins palliatifs parce qu'on est capable de les rendre confortables, peu importe leur état, peu importe leur syndrome oncologique. La seule chose qui est très difficile à traiter, c'est la détresse existentielle de fin de vie qui les amène à vouloir mettre fin à leur vie de leurs propres moyens et le plus rapidement possible. Et donc, on a eu des expériences où on avait des gens qui étaient collés à un 0 sur 10 de « avez-vous l'espoir d'aller mieux ?» Et des gens qui sont collés à un 0 sur 10 pendant des mois, sous une séance de kétamine, peuvent passer à 1. Et ça, c'est infiniment mieux. Et ça, c'est toute la différence du monde. C'est la différence entre vivre dans un monde extrêmement dépourvu de sens, puis d'amener les gens dans une autre sphère de réalité, où est-ce que les gens vont avoir eu une expérience de sacré, de mystique, et puis que là, à ce moment-là, ils vont reprendre l'espoir d'aller mieux. Ça, c'est toute la puissance de cette nouvelle approche thérapeutique-là. En fait, c'est un peu aussi redonner à l'individu la conscience qu'il n'est pas juste corps et chair. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les approches holistiques intégratives? As-tu une idée là-dessus? Je m'efforce dans ma pratique personnelle de me rendre là où je pense qu'on devrait se rendre en termes d'approche holistique et intégrative avec les patients. On peut pas nécessairement les mettre toutes dans le même panier, dû au fait que un chiffron, 100% de la population est à risque de faire une dépression ou de vivre de l'anxiété ou des crises de panique ou un trouble d'adaptation dans leur vie. Rares sont les gens qui vont se sentir 100% confortables à opérer un camp de concentration en Allemagne nazie. Il y a des gens qui ont été forcés de faire ça et qui ont dû puiser dans leurs ressources pour non seulement on va parler des victimes, mais on va parler aussi des gens qui ont été forcés d'être employés de ces camps-là. On pourrait parler de Boris Cyrulnik qui a prêté beaucoup de la résilience dans ses recherches. Ah, puis on pourrait parler d'Alexandre Solzhenitsyn qui a écrit des livres là-dessus après, puis on pourrait parler de Viktor Frankl qui parle de sens. Il a réussi à
survivre à son camp de concentration. Mais écoute, pendant qu'on y est, l'image la plus forte que j'ai de l'homme en quête de sens, Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl, qui était un psychiatre autrichien et qui s'est ramassé à Auschwitz pendant la Deuxième Guerre et qui, lui, pour passer à travers de cette expérience-là, cette épreuve-là extrêmement éprouvante, son espoir de s'en sortir, premièrement, il savait que son grand auteur Nietzsche avait déjà dit qu'on peut supporter n'importe quel comment lorsqu'on a un pourquoi. Donc, comment on va passer à travers, on ne sait pas, mais pourquoi on passe à travers, c'est pour revoir notre famille après, puis pour écrire un livre sur le pourquoi. Donc, lui, il s'est dit qu'il allait puiser de cette expérience-là pour écrire un grand livre de psychiatrie, puis une nouvelle approche psychiatrique basée sur le sens qu'on donne à notre vie et l'espoir. Donc, c'est un grand, grand livre que j'invite tout le monde à lire. Et puis, cet état-là extrêmement sombre, extrêmement abysmal, c'est celui qu'on essaie de combattre avec les nouvelles thérapies. Comment on peut tous ensemble mieux collaborer pour justement avoir un impact plus facilitateur, parce que chaque être humain est différent. On sait que c'est possible en donnant certains outils d'amener la personne à faire un shift. Il y a des gens qui, quand ils vivent des expériences mystiques, c'est tellement une expérience forte et intense de transformation. C'est comme chaque cellule et molécule de ton corps a vibré à une fréquence différente que la personne n'a pas le choix de se transformer, de muter. Totalement. C'est souvent l'état altéré de conscience qui va créer ce changement-là drastique de paradigme, là. On est une société occidentale moderne qui est extrêmement friande de protéger son état normal de conscience. Et donc, le seul état altéré de conscience que l'on accepte, c'est l'ivresse. L'ivresse, la caféination, puis l'état normal. Donc, les états altérés de conscience, que ce soit avec les expériences comme l'hypnose, comme la méditation, comme les psychédéliques, il y a des valeurs thérapeutiques à l'intérieur de ces états altérés de conscience-là auxquels on est confronté avec la médecine moderne, à ces données-là qui nous disent qu'il faut qu'on aille là pour aider certaines personnes. Ça confronte énormément notre système médical qui voudrait qu'on traite la santé mentale comme du diabète. Puis tout le monde est bien puis heureux en étant sur le lithium. C'est un petit peu fictif comme image qu'on se fait de la santé mentale. T'as raison, c'est pas juste dans les hôpitaux. Moi, je pense qu'il faudrait avoir des centres... de traitement, de ressourcement. Oui, je sais, c'est ça, de ressourcement. Des spots de santé mentale dans le fond du bois. C'est ça. Exact. Mais il faudrait que ce soit facile d'avoir certains centres dans les pharmacies communautaires. C'est quelque chose aussi qui est pas intimidant pour les gens. Voilà. Ouais. Parce que du moment qu'on leur demande de sortir énormément de leur cheminement habituel, routinier, parfois, c'est des efforts incommensurables, puis ils ont l'impression aussi qu'ils perdent pied. Hein. Tu sais, c'est de leur donner une porte qui est facile à ouvrir. L'esprit de communauté où tu peux communiquer et dialoguer sans retenue. Sans jugement. Sans jugement. Puis, que ce soit des centres où on ait cet aspect communautaire-là, l'aspect professionnel de ça doit être très fort et très encadrant pour permettre de conserver certaines balises au sein desquelles on peut s'épanouir puis grandir. Mais quand on va pouvoir, en tant que société, avoir des centres, justement, où il y a des professionnels de la santé qui sont comme impliqués, ça sera plus marginalisé. Il faut pas oublier la nutrition. Il faut pas oublier la nutrition. Tu sais que la nutrition, puis ça, il y a des études qui le démontrent actuellement, que en modifiant certains aliments, on peut améliorer de beaucoup la santé mentale. Il y a des gens vraiment, c'est fascinant d'avoir aussi des gens qui sont des professionnels de la santé, mais qui ont des compléments au niveau des approches vibratoires, énergétiques, la musique, la thérapie par les arts. C'est puissant l'art. Ça parle à notre âme, là. Ça parle au mystique puis au sacré. Les chants religieux, ça a toujours fait partie des expériences mystiques et sacrées de nos ancêtres. La musique ensemble, ça nous fait dresser les poils sur les bras, ça nous fait sécréter de la sérotonine puis de la dopamine, puis ça peut nous mettre dans un état second que d'écouter de la musique. J'aime ça! Voilà. Écoute, Jean-Christophe, c'était vraiment un grand, grand plaisir. Puis encore une fois, on va se reprendre, c'est certain. Excellent.